Lady vous écoute. Un homme, une femme, nous parlons de l'Afrique de demain qui ne saurait se décliner au masculin seulement et qui ne saurait se décliner avec les anciens seulement. Ils sont jeunes, enfin un tout petit peu plus. Ils vont nous parler de leurs perspectives, de ce qu'ils font, de comment ils voient l'Afrique. Merci de rester avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes Nelly Wanji, vous êtes la directrice générale de Moonlook. Vous nous présenterez Moonlook tout à l'heure. Et avec nous, monsieur Louis-Gilbert Bissek, bonjour. Bonjour madame. Rédacteur en chef adjoint de Inspire Africa. Qu'est-ce que c'est Inspire Africa? Alors Inspire Africa est un magazine, un web magazine, mais là on va passer à la version papier dès l'édition de novembre, qui s'intéresse aux jeunes entrepreneurs africains. Alors je sais qu'on est jeunes de 0 à 77 ans, donc, mais on s'intéresse plus spécifiquement aux entrepreneurs en dessous de 40 ans. L'idée était de promouvoir, à l'origine de la création du magazine, de promouvoir ces jeunes entrepreneurs qu'on ne voit pas souvent ou dont on ne parle pas souvent, et de faire de leur parcours une source d'inspiration pour les jeunes du continent dont il faut absolument un regain d'espoir pour construire cette Afrique de demain dont on parle tant. Donc effectivement, nous vous remercions de donner l'opportunité de mettre en lumière cela. Vous êtes bien l'Afrique de demain, pour nous les carottes sont cuites. Alors Nelly, parlez-nous de Moonlook. Donc, Moonlook est une plateforme qui met en lumière les artisans créateurs de mode africains. Nous avons plusieurs branches de développement. Nous avons les boutiques éphémères qui sont réalisées à peu près une fois par an pour présenter les collections des designers avec lesquels nous travaillons. Nous avons une plateforme en ligne, www.moon-look.com, qui a pour vocation de permettre au client final de pouvoir acquérir une pièce directement en ligne. Et en dernier plan, nous avons un magazine en ligne qui est édité une fois par an, à l'occasion des boutiques éphémères, qui est une passerelle entre tous les métiers créatifs. Donc on va parler d'art, on va parler de culture, on va parler de voyage et surtout de mode, et vraiment montrer justement notre vision de ce qui pourrait être justement l'Afrique de demain. Alors on le voit en fond d'écran, on va le regarder en plein écran, c'est le rendez-vous que vous veniez nous annoncer, où, quand, quoi, pourquoi, comment. Inspire Talks. Alors, Inspire Talk, c'est un événement qui complète en fait chaque publication. Nous sommes un bimensuel et donc nous thématisons les éditions, c'est-à-dire que en fait, l'Afrique, c'est beaucoup plus large. Et les secteurs d'activité dans l'entrepreneuriat sont beaucoup plus larges. Donc, il est intéressant non seulement de thématiser ces éditions pour avoir le maximum d'informations dans les secteurs d'activité. Là, la prochaine édition est focalisée sur la mode. Et donc, nous le complétons avec un événement qui est en général, les Inspire Talks, qui sont des lieux d'échange et de débat entre cette jeunesse-là, ou pas simplement la jeunesse, mais entre ces Africains-là, qui sont intéressés par des thématiques, et des personnes qui ont émergé dans le sujet que l'édition aborde. Et nous avons le plaisir d'avoir comme invité Nelly qui nous prouve chaque jour que les créateurs africains ont leur place dans la mode. Alors souvent, quand la jeune génération, on va parler comme cela pour vous désigner, s'empare des perspectives et de l'Afrique et même dans leur présent, c'est au travers de choses qu'une autre classe d'âge ne maîtrise pas nécessairement. C'est souvent assez virtuel, c'est souvent aussi sur un domaine qui jusqu'alors était considéré comme le divertissement. Je vais parler de la musique, de la mode. Et on peut s'interroger, n'y a-t-il pas comme cela un generation gap, aidez-moi, un écart entre un écart de génération entre la réalité et de cette classe d'âge qui est encore majoritaire et comment vous envisagez ce monde de demain. Ce sera tout sur Internet, tout virtuel, tout autour de la mode. Il y a d'autres thématiques pourtant. Nous, dans notre approche, ce qui est vraiment pertinent, c'est la vision et la façon de se mettre en scène. Aujourd'hui, nous avons différents types de médias pour diffuser les informations. Donc, celui qui prédomine aujourd'hui, c'est certainement Internet.
beaucoup d'informations sont diffusées via Internet, les réseaux sociaux, que ce soit la télé, que ce soit les métiers d'art ou des choses comme ça. Mais il est certain que ce que nous essayons de faire avec nous, les créateurs, c'est de permettre en fait à tous ces métiers d'artisans qui sont très peu connus, qui sont des métiers anciens, qui font partie de notre héritage, que ces métiers soient valorisés via les nouveaux médias. Ça ne veut pas dire qu'on change la façon de faire. On permet juste à cette façon de faire-là de se moderniser dans sa diffusion et de pouvoir toucher le plus grand nombre. Parce que tous les créateurs que nous présentons tous les jours sont souvent très peu connus. Et Internet est un média pour nous qui nous permet de rapidement toucher des personnes autant en Afrique qu'en Europe, qu'aux États-Unis. Donc je pense que la méthode change, mais fondamentalement, l'énergie qui est dans la création ne change pas. Elle évolue avec les nouvelles perspectives de globalisation et autres, mais elle ne change pas. On reste profondément africain dans la façon de faire. Alors, quand on parle de l'Afrique de demain, pardonnez-moi, je vais vous redonner la parole sur ce point-là. D'ailleurs, l'Afrique d'aujourd'hui, en tout cas, c'est que, par exemple, c'est bien qu'il y ait Internet et tout ce que l'on veut, mais il y a aussi des délestages. Donc, parfois, il n'y a pas de courant électrique. Donc, parfois, le débit n'est pas haut du tout. Donc, on clique, on oublie, on va manger des beignets et on revient et ça tourne encore et ça patine. Est-ce que ce sont des freins dans tous ces processus? Est-ce que vous prenez cela en compte ou est-ce que résolument, vous vous projetez vers des lendemains meilleurs? Écoutez, déjà, je voudrais faire une mention sur le gap générationnel qui n'en est pas vraiment parce que pour construire l'Afrique de demain, il faut connaître l'Afrique d'hier. Et l'Afrique d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un lien qui est nécessaire entre les générations pour construire cette Afrique de demain. Je pense que les jeunes doivent davantage s'inspirer de ceux qui les ont précédés parce que même si nos pères n'ont pas tout fait bien, ils n'ont pas tout fait mal. Donc, nous devons nous inspirer de ça. Donc, ils ont souvent fait des choses mieux que nous. Donc, il est question, justement, dans le magazine, de donner aussi cette possibilité-là. Mais pour les difficultés techniques, effectivement, c'est aussi un moyen de mettre à contribution l'innovation des jeunes Africains. Je pense qu'ils se sont adaptés à ces complexités-là. Comment faire de la contrainte? C'était d'ailleurs le thème de notre précédent talk. Comment faire de nos contraintes des opportunités? Et on a des jeunes qui font des choses absolument extraordinaires en s'adaptant à ces contraintes pour faire une richesse. Et je pense que la vraie force de l'Afrique viendra de ça. C'est qu'elle s'est habituée à des contraintes pour en faire quelque chose de plus beau. Et l'Afrique... Les femmes le faisaient déjà, vous leur donnez 2 cailloux, elles font un superbe repas, on se demande comment. Est-ce que vous prenez en compte... C'est pour ça qu'on les aime tant. Ben voyons. Est-ce que vous prenez en compte ceux des jeunes comme vous qui, eux, vivent sur le continent, qui ont donc d'autres réalités, qui voudraient, en toute légitimité, aspirer à ce vers quoi vous aspirez vous aussi? Est-ce que vous les incluez dans toutes ces dynamiques-là? Y a-t-il vraiment une synergie entre eux et vous? Est-ce qu'eux, ils sont là-bas et vous êtes ici et puis c'est comme cela? En fait, c'est vrai qu'on ne peut pas rester dans cette idée étroite où, effectivement, l'Afrique appartient aux Africains et ceux qui y vivent aujourd'hui. Il y a un certain nombre de termes qui affleurent et qui montrent la pluridimensionnalité de l'Afrique. On parle d'afropolitanisme et d'autres termes. Qu'est-ce que c'est? Alors, ne partez pas trop vite. Alors, je m'accroche à ma table. L'afropolitanisme, pour résumer, de ce que j'en ai vu, comme des spécialistes comme Achille Mbembe qui en ont parlé, c'est le caractère de tout ce qui a trait à l'Afrique. L'Africain n'est pas seulement celui qui vit sur le continent, mais celui qui a une attache émotionnelle ou intellectuelle ou physique. Quand bien même il n'est donc pas africain. Quand bien même il n'est donc pas africain. Mais effectivement, comment faire l'Afrique aussi sans les Africains? Et c'est ça qui est aussi intéressant. Comme on dit au Mali, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Voilà, donc absolument. Et les Africains feront mieux l'Afrique parce qu'ils en connaissent les contraintes. Et donc c'est ce qui est intéressant, c'est de mettre en lumière ces jeunes qui se sont adaptés à ces contraintes pour créer quelque chose. Je connais bien Nelly pour savoir qu'elle fait un travail de fond pour aller dénicher les créateurs qu'on ne met pas souvent en lumière. Et elle s'est adaptée à ces contraintes-là et elle en produit quelque chose de grand. Il en va aussi pour beaucoup d'autres entrepreneurs de divers secteurs d'activité. Alors, nous allons parler d'un point, ce sera après l'élément vidéo. C'est aussi l'Afrique aujourd'hui. Vous nous donnerez vos avis respectifs et ensuite on reviendra sur ce que vous faites chacun. On regarde.
Longtemps négligée, l'agriculture est aujourd'hui reconnue comme un moteur puissant de la croissance africaine. L'agriculture, ainsi que le commerce des produits cultivés sur le continent, représentent près de la moitié de l'activité économique de l'Afrique. Le marché africain de l'agroalimentaire pèse actuellement 310 milliards de dollars, mais pourrait atteindre 1000 milliards de dollars en 2030. Améliorer la productivité de ce secteur, c'est augmenter les revenus, stimuler l'emploi et lutter contre la famine et la dégradation de l'environnement. C'est œuvrer aussi à une prospérité partagée. Today, Brazil, Indonesia and Thailand export more food products than all of the sub-Saharan African countries combined. It's time to change this. L'Afrique abrite la moitié des terres fertiles et non cultivées du monde et possède des ressources hydriques abondantes. À l'échelle mondiale, les agriculteurs africains sont pourtant ceux qui produisent le moins à partir de leur culture vivrière. Les Africains importent la moitié du riz qu'ils consomment et paient le prix fort pour cela, soit au moins 3,5 milliards de dollars par an. Le dynamisme des entreprises est freiné par les politiques douanières, par l'absence d'infrastructures et par le dysfonctionnement des marchés des intrants, notamment sur le plan des semences et des engrais. À ces obstacles s'ajoute aussi celui du manque d'accès au financement. Par exemple, alors que le Sénégal est plus compétitif que ses voisins, son essor est entravé par les obstacles dont souffrent ses agriculteurs. Difficultés d'accès aux terres, au capital, aux investissements dans l'irrigation ou encore aux bonnes variétés d'espèces. Plus à l'est, le Ghana produit davantage de variétés de riz que le Sénégal, mais à un coût nettement plus élevé. Le pays en importe aussi, mais impose des droits de douane de 40%, ce qui augmente le prix à la consommation. La mauvaise... Alors, un élément que l'on reprendra tout à l'heure, mais déjà, je voulais vous laisser reprendre votre souffle. Cela vous interpelle, je vous ai vu acquiescer. Là, pendant... Bien sûr. Tout à fait. Tout à l'heure, quand on s'est rencontrés dans l'ascenseur en arrivant ici, on avait cette discussion justement sur les termes de l'échange. On discutait notamment de l'APE, qui est un accord préférentiel entre les pays d'Europe et d'Afrique sur les termes de l'importation et de l'exportation. Et j'ai expliqué justement à Louis Gilbert que notre démarche, c'était aussi dans ce sens-là. On part du fondament de quelque chose d'assez fondamental, qui est que l'économie est basée sur les échanges qu'on peut avoir avec les personnes qui nous entourent. Donc nous, Moonlux, l'ambition, c'était aussi ça, d'inciter l'Afrique à être un continent qui exporte plus qu'il n'importe, pour vraiment réussir à créer, harmoniser en tout cas dans ce déséquilibre qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte. Alors que je pense que vis-à-vis du monde entier, on a encore beaucoup de choses à montrer, on a encore beaucoup de choses à proposer. On a une diversité culturelle qui nous permet d'être acteurs sur tellement de sujets, et c'est dommage que nous soyons toujours dans cette position-là d'importation que d'exportation. Et le métier que nous avons choisi l'un comme l'autre sont aujourd'hui les meilleurs canaux, en tout cas, d'exportation de notre culture. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire sans les personnes qui sont sur le terrain, parce que nous sommes juste une passerelle qui permet à ceux qui sont sur le terrain d'exporter ce qu'on a vers l'international, vers la diaspora, vers ceux qui ont immigré depuis longtemps, qui se sont un peu déconnectés, pour qu'on garde en tout cas cette puissance économique à laquelle on aspire. Parce que si on n'a pas cette capacité d'exportation et qu'on est toujours des importateurs, je ne vois pas comment on va pouvoir réussir à vraiment créer cette Afrique de demain et faire que ce soit dynamique et bénéfique pour nous. Une économiste se cache derrière la directrice générale de Moonlux, ou est-ce que c'est ma boule de cristal qui fonctionne mal ce matin? Alors, vos commentaires sur l'élément que vous venez de voir. Là, on parle d'un certain nombre de challenges de l'Afrique, parmi lesquels, effectivement, nourrir cette population qui va croître. On connaît les chiffres, 2050, 2,5 milliards d'habitants. Et l'idée, justement, quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat en Afrique dans le magazine, c'est oui, on connaît tous ces chiffres qu'on répète comme des louanges le dimanche à l'église, mais qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres? Et donc, c'est intéressant, effectivement, qu'on puisse en sortir quelque chose pour dire, OK, d'accord,
il y a des entrepreneurs de l'agroalimentaire qui ont leur place. Il y a des entrepreneurs de la mode qui ont leur place parce qu'il y aura une demande. Il y a des entrepreneurs des médias qui ont leur place. Et il y a d'autres secteurs d'activité qui auront leur place dans cette Afrique de demain. Il faut transformer non seulement les contraintes en opportunités, mais il faut aussi transformer les chiffres en réalité palpable. Alors, tout de même, est-ce que, quand vous faites un magazine, est-ce que tout le monde peut lire? Est-ce que tout le monde a accès? Là, vous allez passer au format papier pour repartir vers le virtuel. Et vous faites la démarche inverse. Est-ce que... Qu'est-ce qui justifie ce choix? Et puis surtout, est-ce que tout le monde peut avoir accès au magazine? Combien va-t-il coûter? On sait très bien, parfois, en tout cas au Cameroun, on vend les magazines agrafés, c'est-à-dire on a le droit de regarder la première et la quatrième couverture, on feuillette un peu si c'est possible, mais on le rend parfois, on le loue. Est-ce que vous posez la question sur le lectorat, sur l'accessibilité d'un magazine papier qui, somme toute, va coûter quelque chose? Déjà, même si nous passons au papier, nous restons aussi disponibles sur le web. Donc, il faut savoir que le magazine est gratuit pour l'instant. Donc, il n'y a pas de problème d'accessibilité, à part la contrainte dont vous parliez souvent, peut-être l'accessibilité du point de vue de l'électricité ou de l'accès à Internet. Mais il faut dire que l'Afrique est en train de sortir de l'ornière dans laquelle on veut la mettre. Elle est de plus en plus connectée. Sur ce point-là, j'ai difficilement de chiffres, mais elle est de plus en plus connectée et il y a un lectorat de plus en plus intéressé. Nous partons du constat, en fait, que voilà, il y a des Africains qui ne sont pas fatalistes, ils aiment le monde, ils sont des citoyens du monde, mais ils veulent aussi qu'on puisse reconnaître leurs compétences dans ce monde parce qu'ils ont des savoir-faire, ils ont leur plus-value à accepter. Et dans ce rendez-vous du donner et du recevoir d'un célèbre penseur, effectivement, ils ont autant à donner qu'à recevoir. Et, effectivement. Alors, un point qui nous préoccupe quand même dans les Vous écoute, c'est l'articulation des rapports sociaux femmes-hommes. Je disais tout à l'heure, un homme, une femme, l'Afrique ne se fera pas qu'au masculin. Est-ce que c'est un aspect qui vous interpelle ou pas du tout? Est-ce que ça se pose à vous en termes de réalité dans ce que vous faites lorsque vous allez vers ces artisans? Y a-t-il ce clivage homme-femme déjà dans les revenus, dans l'accessibilité à l'emploi? Qu'est-ce que vous constatez de part et d'autre? Nous, de par déjà la distance que nous avons par rapport au terrain, nous essayons d'avoir l'approche la plus harmonieuse possible d'un pays à l'autre. La façon de travailler, par exemple, au Cameroun ne va pas être la même qu'au Burkina Faso. Donc la place de la femme au Cameroun n'est peut-être pas la même que celle au Burkina Faso. Mais nous, notre distance, vraiment, c'est de dire que on va rémunérer chacun, par exemple, à la hauteur de ce qu'il apporte. On va lui donner aussi une place à la hauteur de son ambition et de sa capacité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va privilégier les hommes par rapport aux femmes, non. On va juste vraiment donner la motivation à chacun de s'impliquer. Pas privilégier les hommes par rapport aux femmes, d'autant que vous savez pertinemment que la situation des femmes n'est pas nécessairement exactement favorable. Exactement. Donc, clairement, la majorité des artisans avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, pour beaucoup, sont des femmes, déjà. Donc, peut-être les hommes s'en plaindront. Est-ce que c'est parce que c'est le secteur de la mode qu'il en est ainsi? Pas seulement, parce que dans le secteur de la mode, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont vraiment à l'œuvre, qui travaillent tous les jours. Mais nous trouvons qu'il est beaucoup plus justifié sur ces secteurs-là de donner un avantage à la femme, parce qu'il y a d'autres secteurs où la dureté du métier aura beaucoup plus besoin de l'homme. Et sur le secteur aujourd'hui de la mode, la femme, pour nous, a un peu plus de place. Elle est beaucoup plus patiente. Elle a une facilité d'apprentissage qui est beaucoup plus évidente aussi. Et pour nous, en tout cas, les équipes que nous essayons de mettre en place pour la partie confection, pour le moment, les hommes ne sont pas forcément dans cette partie-là. C'est dans une autre étape. Vivez-vous cela, percevez-vous cela comme une injustice ou est-ce que la démarche volontariste à l'endroit d'un public féminin se justifie d'après vous? Je pense qu'il se justifie parce que l'Afrique ne se conjugue pas qu'au masculin, elle est aussi féminine. Mais elle est surtout même souvent féminine parce que nous sommes tous frappés par l'abnégation dont font preuve nos mères, nos sœurs,
Il nous dit des belles phrases, là. C'est pas un vain mot. Moi, personnellement, dans la direction d'Inspire Africa, je suis frappé de voir que ce sont des femmes qui ont initié ça. Je pense à Chris Evnietam, la directrice générale, et à Muriel Joanne Yombo, qui est la directrice de publication, et dont je suis impressionné chaque jour par la forme d'abnégation. Les femmes ont leur importance autant que les hommes, et il est question qu'on comprenne cette complémentarité-là. Il faut savoir que 26% des entrepreneurs, selon le Forum mondial de l'entrepreneuriat, 26% des femmes entrepreneurs au monde sont des Africaines. Donc, c'est dire les ressources innombrables qu'elles ont. Mais dans cette pluralité-là, on connaît tous les Nana Benz en Afrique, à travers l'Afrique, qui ont apporté tant au continent. Et on connaît tous ce qu'on appelle aussi les Bayam Selam, qui ont apporté tant au continent et qui vont continuer à apporter tant au continent. Une fois qu'on pourra chiffrer tout cet apport-là, et c'est le sens aussi d'Inspire Africa, c'est de pouvoir mettre des chiffres à des réalités. Et la réalité est que la femme a une importance très grande, autant que l'homme d'ailleurs, dans la marge du continent. Nous finissons avec la suite de cet élément que je vous laisserai commenter à la fin. Longtemps négligée, l'agriculture est aujourd'hui reconnue comme un problème d'hygiène et le mauvais conditionnement sont autant de facteurs qui rebutent les consommateurs et limitent les performances du secteur. We still see challenges in the business environment, ranging from poor infrastructure and high transportation costs, erratic policy interventions in the agricultural markets and trade, and difficulties being faced by smallholder farmers and small businesses like Freshco. There's need for greater interventions in developing the informal value chains and also linking them with the formal value chains. Le maïs est une denrée de base pour de nombreux Africains. La Zambie est compétitive dans l'importation du maïs car elle prélève de faibles droits de douane. En revanche, elle éprouve des difficultés à l'export. Par rapport à la Thaïlande, un producteur majeur de maïs non irrigué, la Zambie doit payer 3 fois plus pour produire du maïs car les coûts de transport et de main-d'œuvre sont plus élevés et les rendements plus faibles. If we take an example of Kenya, which has been a major exporter of fresh produce to the EU, and smallholder farmers would grow crops such as green beans and export them to the EU market. This is not happening now because of the stringent conditions that have been put in the EU, where smallholder farmers cannot be able to meet these standards. There is need, therefore, to support these farmers so that they can be able to do business in this changing environment by giving them skills that can assist them. Autre exemple, le cacao. Il s'agit de la première culture d'exportation de l'Afrique subsaharienne. Le Ghana, qui est le plus grand producteur africain de cacao, a modernisé ses techniques et ses méthodes de gestion. Le rendement reste toutefois faible car les agriculteurs sont vieillissants, tout comme leurs arbres d'ailleurs. Le Ghana doit investir massivement pour améliorer les plantations et rentabiliser la culture du cacao. Les difficultés qui touchent sa production et son commerce agricole obligent l'Afrique à importer plus. Elles entraînent aussi une hausse des prix alimentaires et se conjuguent à la menace grandissante du changement climatique. African farmers and businesses must be empowered through good policies, increased public and private investment, and strong public-private partnerships. L'Afrique est à la croisée des chemins. Un secteur agroalimentaire dynamique pourra unir ses forces à celles des pouvoirs publics afin de relier les agriculteurs aux consommateurs dans une Afrique de plus en plus urbanisée. En investissant dans l'industrie agroalimentaire, les pays africains pourront accéder aux marchés régionaux et mondiaux, augmenter la disponibilité des produits alimentaires à l'intérieur de leurs frontières et accroître les exportations. C'est donc un élément que vous pouvez revoir sur le site internet de la Banque mondiale. Voilà la suite de ce que là vous réservez. L'aviez-vous pressenti venir ainsi?
Oui, un peu, parce que quelle que soit l'industrie, que ce soit l'industrie de l'agroalimentaire ou même du textile, ce sont toujours les mêmes difficultés en fait. C'est qu'à la base, il n'y a pas de structuration. Il n'y a pas de structuration qui permette une performance qui va optimiser une rentabilité. C'est toujours le même problème. C'est qu'à partir du moment où structurellement, on n'a pas les fondamentaux pour construire des industries, on aura toujours le même problème, on sera toujours obligé d'importer plus qu'on exporte. Aujourd'hui, par exemple, sur l'industrie du textile et de la mode, en Afrique, ça représente à peu près 31 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais clairement, c'est impossible aujourd'hui de mesurer quelle est la part de l'Afrique dans ces 31 milliards. Mais on arrive à savoir qu'il y a plus de 50% qui sont des exportations. Donc aujourd'hui, ce secteur est frappé par l'importation des marques internationales et des secondes mains, qui pour moi sont les poubelles du monde. Et malheureusement, on n'a pas des dynamiques d'État ou du secteur privé qui vont venir vraiment créer une base en stimulant la production locale et permettre aux acteurs locaux de pouvoir avoir un avantage comparatif. Et c'est là le vrai problème, c'est aussi là l'une des plus grosses difficultés de notre génération, c'est qu'il va falloir qu'on trouve le moyen d'inciter en tout cas une structuration et une capacité de production qui va nous permettre une certaine rentabilité pour qu'on soit vraiment compétitif demain. Sinon, j'ai bien peur que l'Afrique de demain soit une Afrique qui ne ressemble malheureusement pas à l'Afrique. Nous allons terminer malheureusement sur je vais vous laisser le mot de la fin, mais en une phrase, en un mot. Je voulais rappeler le rendez-vous du mardi 10 novembre. C'est la rencontre donc l'on a vu sur l'affiche. Vous y serez et ceux de nos téléspectateurs qui vont se déplacer pourront continuer la discussion avec vous. Je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Vous avez le mot de la fin. Écoutez, moi, l'Afrique de demain sera prospère et je pense qu'avec des personnes comme Lily Wandji, et d'ailleurs vous aussi qui apportez tant. Et tous ceux qui nous regardent. Et tous ceux qui nous regardent prospérera. Non, je pense que les Africains, les jeunes Africains sont conscients des défis et ils feront ce qu'il faut. Merci à tous les deux et Merci à beaucoup. demain dans notre programme prochain. Merci.